une de cette édition de l'actualité ouverture ce 24 septembre de la 74e Assemblée générale des Nations Unies. Le président du Faso prendra la parole à cette réunion annuelle des dirigeants du monde entier pour livrer sa vision sur les grandes questions du moment en Afrique, notamment au Sahel et la Libye. À suivre dans ce journal, le carnet d'audience du chef de l'État burkinabé à New York et la rencontre avec la diaspora burkinabé des États-Unis d'Amérique. On fait le point donc dès le début de ce journal. Lancement au Burkina Faso du 5e recensement général de la population et de l'habitation. Une opération qui permet de réactualiser les données liées à la population. Le dernier recensement date de 2006. On voit cela dans quelques instants. Et puis le sommet sur le climat de l'ONU. Entre colère et petits pas diplomatiques, le secrétaire général des Nations Unies appelle à la mobilisation générale pour relancer l'accord de Paris sur le climat. Et la semaine d'activité minière de l'Afrique de l'Ouest se tiendra du 26 au 28 septembre 2019 à Ouagadougou. Thème de la 4e Samao, exploitation des ressources minérales et opportunités d'industrialisation de l'Afrique. Sur les détails de l'événement, nous recevons sur notre plateau le ministre des Mines et des Carrières, M. Oumarou Idani. Bienvenue, Monsieur le ministre. Bienvenue à tous. Merci de suivre les actualités sur la télévision du Burkina. Cela dit, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, le président du Faso à New York sacrifie à la tradition qui est de donner les nouvelles du pays à ses compatriotes de l'étranger. Roch-Marc Christian Kaboré fait le point de la situation nationale au Burkinabé vivant aux États-Unis d'Amérique. La sécurité et l'intégrité du Burkina Faso retiennent l'attention à ces échanges qui vont durer plus de 2 heures d'horloge. Reportage Omar Zombri. Nous qui sommes burkinabés, qui sommes à l'extérieur, Échange à bâton rompu entre les Burkinabés vivant aux États-Unis d'Amérique et le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Économie, sécurité, politique, front social, tous les volets de la vie de la nation burkinabé sont passés ici en revue par le chef de l'État. Les Burkinabés de la diaspora sont certes loin du pays, mais restent attachés à leur mère patrie. Et il s'interroge sur les questions essentielles pour la stabilité du pays. On reconnaît tous que l'administration est mise à mal dans le Nord. Est-ce que M. le Président peut nous rassurer ici que dans le Nord, il y aura des élections? Si oui, si non. Sinon, donc le Burkina n'aura pas d'administration dans cette partie du pays. À toutes ces préoccupations, le président du Faso apporte des réponses. En tout cas pour nous, ça doit avoir été précieux, parce que je pense que nous ne sommes pas le seul pays où il y a des attaques terroristes, où il y a des élections. Le Mali a pu organiser des élections au Mali en son temps. Je ne vois pas pourquoi le Burkina Faso ne pourrait pas l'organiser. Et dans l'optique que nous avons, en tout cas, l'idée est que nous devons faire les élections sur l'ensemble des territoires, y compris dans les camps des réfugiés, où les personnels vont être recensés, les populations vont être recensées selon leur lieu de vote pour que la fusion des comptes puisse se faire entre là où ils sont et leur territoire pour ceux qui sont restés là-bas. Nous disons vraiment merci au président du Faso d'avoir fait le déplacement et de rencontrer aussi les Burkinabés de l'extérieur, particulièrement aux États-Unis ici, parce que nous sentons vraiment notre patrie, nous sentons le manquement de notre patrie. C'est pour cela, même un lundi, nous voyons beaucoup de gens qui sont là pour répondre, pour poser des questions, poser des doléances au président du Faso pour la mère patrie. Et nous pouvons saluer aussi la thématique que le président ait quand même pris l'engagement de répondre à ces questions-là. Vraiment qu'il y a des questions délicates aussi. Mais nous aurons aimé avoir plus de temps pour pouvoir vraiment partager sur beaucoup plus de points que mais déjà c'est déjà un bon truc, c'est déjà un succès. En ce qui concerne le volet du dialogue politique, le président rappelle que les discussions sur les points de non-accord se poursuivent. Roch-Marc Christian Kaboré demande aux Burkinabés de la diaspora vivant aux États-Unis d'être unis et solidaires. Solidaires de leurs frères, solidaires des FDS qui se battent jour et nuit contre le terrorisme.
Le président du Faso à New York a également des entretiens avec plusieurs personnalités. Roch-Marc Christian Kaboré échange avec le sous-secrétaire d'État aux affaires africaines de la Maison-Blanche, Tibor Nagui, sur le Sahel et la lutte contre le terrorisme, avec Mactar Diop, vice-président de la Banque mondiale pour les infrastructures. Il est essentiellement question de revisiter le portefeuille de l'institution de Bretton Woods au Burkina Faso dans le domaine des infrastructures, essentiellement la synthèse des audiences avec Omar Zombri. Reçu en audience par le président du Faso, le sous-secrétaire d'État américain chargé des affaires africaines est venu parler de la politique américaine pour le Sahel. Le monsieur Afrique de Donald Trump, Tibor Nagui, reconnaît l'urgence d'agir pour le Sahel compte tenu de la menace terroriste. And we have to work with all the countries at the same time. Et nous devons travailler avec tous les pays en même temps. Et il ne s'agit pas simplement de coopération sécuritaire. C'est une question qui relève du développement, de l'économie, de la présence du gouvernement et des services publics. Il faut donc travailler avec la région dans son ensemble et chacun des pays doit faire preuve du dynamisme adéquat. Et nous remercions un pays tel que le Burkina Faso avec le partenariat très fort dont nous jouissons. C'est grâce aux efforts comme ceux du Burkina que nous allons pouvoir réussir. Nous voulons tous la même chose, une région en paix, stable et prospère. Avant Tibor Nagui, Roch-Marc Christian Kaboré a reçu Mactar Diop, vice-président de la Banque mondiale pour les infrastructures. L'émissaire de la Banque mondiale est venu proposer ses solutions de financement pour les projets de développement. Au Burkina Faso, c'est le 5e recensement général de la population et de l'habitation qui est lancé officiellement ce mardi 23 septembre, une opération d'envergure nationale qui vise à fournir des informations d'ordre démographique, social et économique pour les besoins de programmes de développement et de formulation de politique économique et sociale du gouvernement. La cérémonie de lancement est suivie par Frédéric Etienne Bassenga. Un mois pour tout savoir sur la population burkinabé. Du 16 novembre au 15 décembre prochain, plus de 20 000 agents enquêteurs vont visiter chaque ménage en quête de données précieuses. Une meilleure connaissance de la population, aussi bien sur le plan de sa structure que de son dynamisme, ce 5e recensement général de la population et de l'habitation permettra d'actualiser la base nationale de sondage en vue des enquêtes à venir. Et comme en 2006, ce recensement sera couplé à celui de l'agriculture. Le recensement général de la population et de l'habitation concernant tout résident au Burkina Faso, sa réussite requiert l'implication et l'engagement de chaque citoyen. C'est pourquoi j'appelle les leaders communautaires, les autorités coutumières et religieuses, les autorités politiques et administratives, les associations, les organisations non gouvernementales et les partis politiques à accompagner et soutenir les actions de sensibilisation à l'endroit des populations. J'invite particulièrement tout citoyen burkinabé et toute personne vivant au Burkina Faso à contribuer au succès de cette opération, en réservant un bon accueil aux agents de terrain pendant les différentes phases du recensement, en donnant toute l'information demandée et en s'impliquant également dans la sensibilisation de son entourage. C'est connu, le grand défi de ce recensement sera la sécurité dans certaines zones du pays. Et pour juguler cet aspect, une stratégie a été adoptée avec une forte implication des autorités locales attendues. Les activités préparatoires de ces RGPH sont pratiquement bouclées. Il reste le dénombrement de la population, le traitement, l'analyse et la publication des données. Ce recensement général de la population et de l'habitation va coûter plus de 18 milliards de francs CFA. L'événement est attendu par les acteurs du monde minier de l'Afrique de l'Ouest. La 4e semaine des activités minières de l'Afrique de l'Ouest se tient du 26 au 28 septembre prochain à Ouagadougou. Monsieur le ministre des Mines et des Carrières du Burkina Faso est sur notre plateau pour parler de cet événement. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau du journal télévisé de la télévision de Burkina. Première question, la Samao donc s'ouvre demain à Ouagadougou. À quel niveau êtes-vous pour les préparatifs?
Bien, je voudrais d'abord vous remercier de me recevoir pour parler d'une manifestation de référence en matière de promotion minière qu'est la semaine des activités minières de l'Afrique de l'Ouest. Pour ce qui est de l'organisation, nous sommes quasiment prêts, je dis bien quasiment prêts, parce que nous avons fait preuve d'anticipation dans l'organisation. Et vous le savez, depuis 2 ans, la SAMAO est co-organisée par mon département, la Chambre des mines et l'Association des carriers du Burkina. En plus de ces acteurs, nous avons l'appui d'un certain nombre de départements ministériels, tels que le ministère de la Sécurité, le ministère de la Santé, le protocole d'État. Je dois dire même l'appui de la présidence du Faso, parce que c'est la SAMAO 4e édition est placée sous le très haut patronage de son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, président du Faso. Donc, les dispositions sont prises pour que, au niveau de l'accueil, au niveau de l'hébergement, au niveau de la restauration, au niveau de l'animation des panels, des conférences, au niveau également des expositions, pour que tout se déroule bien. Donc, je dois dire qu'on est quasiment prêt. Alors, la SAMAO s'ouvre donc après-demain. Je le rectifie. Et le pays invité d'honneur à cette 4e édition de la SAMAO, c'est le Canada. Pourquoi le choix du Canada? Bien, c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons invité le Canada, qui a bien voulu accepter d'associer son image à notre 4e édition de la SAMAO. Nous l'avons fait parce que le Canada est un pays minier majeur. Vous savez que le Canada, c'est le 5e producteur d'or au monde. Le Canada, c'est 200 unités minières industrielles. Le Canada, c'est 640 000 emplois dans le secteur minier. Et pour ce qui est des relations entre le Canada et le Burkina, en matière d'exploitation minière, je dois dire que les actifs canadiens au Burkina Faso sont évalués à peu près à 2000 milliards de francs CFA. Donc c'est le plus gros investisseur minier dans notre pays. Et sur les 13 mines industrielles qui sont en exploitation, 7 sont d'origine canadienne. Et sur les 3 mines qui sont en construction, 2 sont canadiennes. C'est donc dire que la place qu'occupe le Canada dans l'exploitation minière au Burkina et sur l'échiquier minier mondial. C'est un grand pays de tradition minière qui peut apporter beaucoup à notre manifestation. Parlant donc de la manifestation qu'est la SAMAO, quel est l'apport de cette manifestation dans le secteur minier au Burkina Faso? Cet apport est très important, mais je dois dire que c'est des apports conjugués qui contribuent à la promotion minière. Nous avons des entités comme le BUMIGEB, le Bureau des mines et de la géologie du Burkina. Nous avons le cadastre minier qui est en ligne, donc qui est très modernisé. Nous avons nos participations aux différents salons de par le monde. Nous avons bien sûr la SAMAO, qui elle-même a un ancêtre qui est Promine. Et puis il y avait également Semika, etc., etc. Donc c'est ce qui fait que, à l'heure actuelle, nous avons 13 mines en exploitation. Et comme je l'ai dit, il y a 3 mines en construction. Et le plus important pour comprendre l'apport de la SAMAO, c'est de regarder un peu la progression de la production dans notre pays. Par exemple, en 2013, nous étions à 32 tonnes d'or. 2014, 32 tonnes. 2015, 36 tonnes. 2016, 38 tonnes.
2017, 45 tonnes. Et en 2018, nous avons produit 53 tonnes. Donc nous avons un taux de croissance qui varie entre 17 et 21%. Et tout cela est lié donc à notre capacité de promotionnelle et notre capacité aussi de rassurer les investisseurs. Alors la SAMAO, il faut le rappeler, se tient encore cette année dans un contexte sécuritaire assez difficile. Et puis il y a ces incidents à la mine de Yunga. Quel est le dispositif que vous avez mis en place pour rassurer les participants? Naturellement, nous avons pris des précautions particulières par rapport aux questions sécuritaires. Nous avons, comme j'ai dit, nous travaillons au sein du comité d'organisation avec le ministère en charge de la sécurité, avec la présidence du FASO, et des dispositions sont prises pour sécuriser aussi bien les sites d'hébergement que les sites de conférences, les sites d'exposition, mais également pour ce qui est des invités d'honneur, des dispositifs sécuritaires sont prises pour leur accompagnement dans leurs différents déplacements, etc. Mais au-delà, pour parler des problèmes sécuritaires que nous rencontrons dans le secteur minier, nous avons là aussi anticipé et nous avons noué des relations avec le ministère de la Sécurité, et il y a beaucoup de sociétés minières qui ont construit des casernes et nous avons pu y envoyer des contingents qui assurent la sécurité. Maintenant, nous avons bien sûr des problèmes de sécurisation des voies d'accès et de sécurisation aussi des activités d'exploration. Mais là aussi, la concertation a permis de faire en sorte que tout se passe bien. Vous savez que l'année dernière, juste à l'avant-veille de la SAMAO, il y avait eu une attaque d'un convoi pour faire du spectacle. Là également, en lien avec le ministère en charge de la Défense et de la Sécurité, nous avons décidé d'avoir une attitude de veille par rapport à ces différentes questions, de telle façon que tout se passe dans les meilleures conditions sécuritaires. Monsieur le ministre, je m'en voudrais de ne pas vous poser la question qui fâche peut-être. L'actualité minière, on le sait, également marquée par cette affaire de charbon fin. Est-ce qu'on en est avec cette histoire? Non, la question de charbon fin ne fâche personne. Enfin, en tout cas, ne fâche pas le ministre des Mines et des Carrières. Et ceci parce que, pour deux raisons. La première raison, c'est que c'est un dossier qui est pendant en justice. Donc, nous espérons que les dispositions seront prises au niveau de la justice pour que le droit soit dit. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que le ministère des Mines et des Carrières, face à ce dossier, a toujours été constant. À partir du moment où la mine a fait ses analyses, et le BUMIGEB également a fait ses analyses, le procureur lui-même a commandé des analyses qui ont été faites. Et à partir du moment où tout le monde conteste tout le monde, nous, en tant que ministère en charge des mines, nous avons voulu que nous puissions commanditer une expertise internationale indépendante, que nous puissions mobiliser les compétences d'un cabinet d'expertise indépendante qui a une signature technique incontestable de telle façon que les résultats qui seront produits soient opposables à tous. Et de cette façon, lorsque les faits seront établis, la justice aura de la matière pour apprécier et le droit sera dit. Donc nous allons au-delà des proclamations au niveau de la presse sensationnelles pour dire que pour nous, ce qui est important, c'est que la vérité éclate et cela passe nécessairement par la technique et la science, notamment par cette expertise indépendante. Et je dois terminer en disant que c'est pourquoi je disais que nous
ça ne nous fâche pas parce que comment appréciez-vous le fait que ce soit les présumés complices ou les présumés voleurs qui souhaitent qu'il y ait un contrôle? Parce que la mine est d'accord pour qu'il y ait un contrôle. Nous avons proposé qu'il y ait ce contrôle et c'est d'autres qui sont, j'allais dire, hésitants dessus. Mais dans le processus du jugement, nous espérons que cette expertise sera faite et que la vérité sera établie. Merci, Monsieur le ministre, d'être venu sur notre plateau pour nous parler de la 4e Samao qui s'ouvre après-demain donc à Ouagadougou et de lever ce coin, en tout cas du voile de cette histoire de charbon fin. Bonne suite à la Samao. Merci bien. Fin de formation militaire des énarques du Burkina Faso, c'est la première promotion de stagiaires de l'École nationale d'administration et de magistrature à suivre la formation militaire, une formation de 45 jours pour inculquer aux travailleurs de l'administration publique les valeurs de civisme et d'intégrité au travail. La vision des responsables de l'école est de façonner un nouveau type d'agent public qui met toujours en avant l'intérêt général de la nation. Reportage Drissa Traoré Kadouroumenki. La première promotion en stage militaire des élèves de l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM. Une promotion forte de 782 agents, dont 758 déclarés aptes à suivre la formation militaire de 45 jours. Aujourd'hui, à travers cette remise symbolique, ils sont certifiés dignes à recevoir leur attestation de formation militaire. Nous avons eu beaucoup de modules. Il y a eu d'abord les cours dans les salles, il y a eu les soirs, les matins. Personnellement, je suis arrivé ici avec plus de 116 kilos, mais aujourd'hui je suis à 105. Pour le premier responsable de l'ENAM, cette formation militaire répond à l'esprit du slogan de l'école qui est de bien former pour mieux servir la nation. Les peuples qui ont fait des grands progrès, ça s'est fait dans l'ordre, la discipline et la cohésion. Et quand j'ai pris les rênes de l'ENAM, j'ai constaté que pas mal de choses méritent d'être recadrées. Et j'ai compris qu'il fallait revoir le contenu des curricula pour les arrimer sur les exigences du monde moderne, mais aussi amener les uns et les autres à repartir chez les militaires pour réapprendre les valeurs essentielles de notre pays. On est fonctionnaire, c'est vrai, mais on est fils de ce pays d'abord. Il y a un certain nombre de valeurs qu'ils ont pu cultiver, celui de la discipline, celui de l'intégrité, celui de la modestie, celui également de la solidarité. Et je pense que c'est des éléments qui seront utiles. Les élèves ont fait montre de leur savoir à travers notamment l'hymne de l'ENAM et un défilé. Protection sociale au Burkina Faso, la politique nationale dans le domaine se déploie progressivement. Des cadres de la primature prennent part à un atelier de formation sur l'appropriation des règles et principes de la protection sociale. Une formation qui se déroule en 4 sessions de 3 jours chacune et c'est Manga qui abrite la première rencontre. Reportage Siedi Larehien, Caroline Ouari. Ils disent reconnaître le bien fondé de la démarche, en apprendre davantage sur la politique nationale de protection sociale dont il est question depuis 2012 au Burkina Faso. Au-delà du concept, ces cadres de la primature vont aussi apprendre sur les fondamentaux de la mise en œuvre de la politique de protection sociale, une condition qui n'aurait pu être économisée. Cette formation est la bienvenue parce que beaucoup pourront par ce biais comprendre mieux les différentes situations, les difficultés que vivent vraiment les couches défavorisées de notre pays. Cette formation participe au processus de déploiement de la politique nationale de protection sociale au Burkina. Le secrétariat permanent en charge de la mise en œuvre de la nouvelle politique entend poursuivre sur la lancée. On forme des acteurs pour qu'ils puissent nous accompagner dans la mise en œuvre de la politique nationale de protection sociale. C'est-à-dire la maîtrise de ce concept-là permettra à ces acteurs-là de vraiment nous accompagner pour une mise en œuvre réussie de cette politique. Cette session concerne 38 participants venant du Premier ministère et 5 autres structures d'appui. Fonds national de la recherche et de l'innovation, le comité scientifique et technique est installé à Koudougou. Fort de 20 membres, ce comité devra travailler à proposer au conseil d'administration du Fonds RID les meilleurs projets parmi les 34 sélectionnés
pour soutenir le développement du pays. Nous suivons l'ouverture de la session du comité avec Roger Bembamba et Sekou Zongo. L'instance de jugement et d'appréciation des projets à même d'impacter le mécanisme de développement du Burkina Faso est ici installée par le professeur Alkassoum Maïga. Cette instance, qui se veut un comité scientifique et technologique du Fonds national de la recherche et de l'innovation pour le développement FONRID, devra travailler en toute transparence. Chacun a été choisi non pas parce qu'il appartient à une structure, mais parce qu'il a donc des compétences avérées du point de vue scientifique. Donc à chacun de faire preuve d'éthique et de déontologie pour qu'effectivement on puisse avoir une sélection objective des projets les plus pertinents. Pendant 5 jours, des principes et des règles de travail seront mis à profit pour sortir des résultats quasiment irréprochables au profit du développement du Burkina. Il y a des canevas, il y a des critères que tous les compétiteurs connaissent. Et à partir de cet outil-là, les experts qui ont été installés ce matin travaillent. Ils vont analyser chaque critère au niveau de chaque projet après projet. Et c'est à l'issue de ce débat qu'ils font une synthèse, ils donnent une note finale. 34 projets seront examinés par l'ensemble des 20 experts que compte le comité scientifique et technique du FONRID. Créé en 2011, le Fonds national de la recherche et de l'innovation pour le développement dispose pour l'année 2019 de 600 millions de francs CFA pour les projets qui seront sélectionnés par le conseil d'administration. Autre actualité, l'autorité du bassin du Niger et ses partenaires en concertation sur le rapport d'analyse des points chauds de la pollution dans le bassin. Il s'agit d'identifier et de planifier une stratégie de partage des données sur la qualité des eaux de ce bassin. Reportage Jean Zongo et Messolange Guilma. Adopter de meilleures pratiques écologiquement responsables sur le plan environnemental, social et technologique en vue de réduire la charge de pollution du système hydraulique du bassin du Niger, c'est ce à quoi vont s'atteler les acteurs de l'autorité du bassin du Niger en partenariat avec le secteur privé actif dans le fleuve. L'atelier qui nous réunit ce matin a donc pour objectif 1. La validation du rapport d'analyse des points chauds de pollution dans le bassin du Niger. 2. Le partage des connaissances des 2 bassins transfrontaliers dont un en Europe et un en Afrique du Sud. Et 3. L'identification et la planification d'une stratégie de partage des données sur la qualité des eaux dans le bassin du Niger. Toute chose qui leur permettra de définir et de fixer des paramètres et des normes d'atténuation à l'échelle du bassin pour les rejets contaminants des industries potentiellement polluantes et de concevoir des stratégies de surveillance et d'application des mécanismes de contrôle de la pollution pour l'autorité du Niger et les pays membres. Dans la plupart des pays, il y a ces points chauds de pollution. La pollution n'est pas maîtrisée au niveau souhaité pour en tout cas préserver les ressources du bassin. Le rôle de cette 3e composante du projet ITAS justement, c'est d'arriver à harmoniser les normes de rejet dans le bassin, à traiter ces points chauds de pollution pour que les ressources du bassin soient préservées. L'ambition de ce transfert d'éco-technologie est de concilier l'essor du tissu industriel et la protection de l'environnement pour un développement durable du bassin du Niger et une résilience renforcée des populations au changement climatique. Des journalistes et des forces de défense et de sécurité à l'école de la gestion des crises. La formation se déroule à Bobo-Dioulasso. Reportage à Karim Ilboudo Moussa Sanou. Des journalistes et des forces de défense et de sécurité à l'école de la bonne gestion des crises. L'initiative est du PARCIB, le projet d'appui au renforcement de la sécurité intérieure au Burkina, un projet mis en œuvre par l'Agence belge de développement. L'idée ici est d'essayer de faire discuter tout le monde ensemble pour essayer d'aboutir à un code de bonne conduite qui permettrait, si possible, d'améliorer la collaboration future entre les journalistes et les forces de sécurité. Et ainsi, peut-être un peu mieux traiter l'information et être tous en accord sur la même information à donner. Vous savez que récemment, il y a eu des évolutions également dans le code pénal par rapport à l'utilisation de l'information.
il y a une partie importante un module de la formation qui traitera également de cet aspect-là. Cette formation va durer 4 jours. Pour les autorités, il s'agit d'avoir des discussions ouvertes et des regards croisés à même de permettre aux participants de mieux appréhender les enjeux sécuritaires actuels. Les citoyens ont besoin de l'information et c'est les journalistes qui apportent cette information. De plus, vous savez, dans le travail de la sécurité, il est souvent dit qu'il faut la discrétion et apparemment il y a une contradiction. Mais je pense que si les uns et les autres s'asseyent, si les uns et les autres dialoguent, on peut trouver le meilleur moyen de donner l'information juste afin que la lutte contre l'insécurité, comme contre le terrorisme, en tout cas, puisse être bien menée. Cette formation réunit une quarantaine de participants venus de la boucle du Mourne, du sud-ouest des Cascades et des Hauts-Bassins. Elle entre dans le cadre de l'objectif 2 de la phase 2 du PARCIP, qui est d'accompagner le Burkina dans son processus de réforme du secteur de la sécurité. Un plaidoyer pour l'instauration d'un quota jeune sur la liste électorale aux législatives de 2020. C'est l'ambition du projet Alliance Jeunes Parlementaires qui multiplie les rencontres dans ce sens avec les associations de jeunes. Plusieurs autres chantiers sont inscrits dans l'agenda de l'AJP. Précision Rasman Ezoundi, Jérôme Tendano. Il faut instaurer un quota jeune dans les élections législatives. C'est le cri de cœur du projet Alliance Jeunes et Parlementaires, un plaidoyer que le projet souhaite voir endossé par les responsables d'associations de jeunes dans leur approche auprès des décideurs. Au cours de cette rencontre, les responsables du projet Alliance Jeunes et Parlementaires se sont évertués à convaincre les associations de jeunes du bien fondé de ce quota, mais pas seulement. Notamment la couverture, l'extension de la couverture de la radio du Parlement au niveau national, le recrutement de 127 jeunes assistants parlementaires. Donc l'objectif de l'activité de ce matin, c'est justement fédérer plusieurs organisations de jeunesse pour porter justement les objectifs du plaidoyer à l'endroit des décideurs. Des idées qui semblent avoir l'assentiment des responsables d'associations de jeunes. La rencontre avec les responsables du projet Alliance Jeunes et Parlementaires a produit des résultats. Au sortir de cet atelier, nous allons pouvoir effectivement mettre en commun en tout cas nos actions afin que ce plaidoyer-là puisse aboutir pour le bonheur des jeunes du Burkina Faso. Le projet Alliance Jeunes et Parlementaires vise à promouvoir des jeunes dans le milieu politique. Il prendra fin le 30 septembre 2019. Et puis un mot sur la crise au département de la santé. Le syndicat des médecins appelle à l'application diligente de la fonction publique hospitalière. Le syndicat évoque les raisons de la grève qui perdure dans le secteur de la santé avec les journalistes à Ouagadougou, Daouda Ouattara, Jérôme Tendano. Il n'y a pas de discussion. C'est ce que je qualifierais d'immobilisme morbide. Non, on ne va pas continuer dans cet immobilisme morbide et les populations en pâtissent. Problème de carrière, matériel défectueux, non-application de la fonction publique hospitalière, voici les mots qui minent le secteur de la santé selon le syndicat des médecins du Burkina CIMEB. Par ce point de presse, le secrétaire général du syndicat tient à informer l'opinion publique sur les motivations de la grève menée par les agents de la santé depuis le mois de juin. Quand nous prenons la question des blocs opératoires, la question des scanners, nous avons dit qu'il faut faire une préqualification des marques. Tout cela permet d'aller dans le sens du leasing. Je voudrais prendre l'aspect qui bloque lié à la fonction publique hospitalière. On a créé l'agent de gestion des soins primaires depuis plus de 3 mois. Les statuts ont été adoptés depuis plus de 3 mois. Pour nommer un DG, ça coûte. Pour nommer des administrateurs, ça coûte. Pour nommer des instances, ça coûte. Nous ne sommes pas naïfs, il y a la question infrastructurelle, mais ce n'est pas ça qui est prééminent. Pour le syndicat des médecins du Burkina, pas question d'abandonner sans gain de cause. La balle est alors dans le camp du gouvernement, conclut le secrétaire général du CIMEB. Voilà une crise qui profite en tout cas aux établissements privés de la santé. Voici une nouvelle structure sanitaire pour améliorer l'offre
en santé aux populations burkinabées, la clinique Les Genets Plus ouvre donc ses portes à Ouagadougou. Les responsables de la maison présentent donc la structure aux journalistes ainsi que les chantiers en cours. Nous suivons le reportage de Beleman Herman Nestor Toé. Clinique Les Genets Plus. Une nouvelle formation sanitaire qui vient élargir l'offre de santé au Burkina Faso. Sur les terrains, des bâtiments toujours en chantier, mais les responsables rassurent tout de même de l'opérationnalisation de certains services. Nous ferons à partir de demain les consultations, les examens de laboratoire, le service d'imagerie viendra progressivement. Et comme je vous l'ai annoncé quand on faisait la visite au niveau du chantier, nous avons prévu que les services techniques, c'est-à-dire les services de médecine et de chirurgie, soient opérationnels aussi le 7 octobre. À partir du 14 octobre, les hospitalisations aussi devraient être fonctionnelles en intégralité. Le patron de la nouvelle société est décidé à aller de l'avant et par conséquent, il n'entend pas communiquer sur son passé. Quand je dis de ne plus nous parler de la société Les Genets, c'est parce qu'on a opté délibérément d'avancer. Lorsqu'il vous arrive au cours de votre vie de trébucher, si vous passez votre temps à regarder ce qui vous a fait tomber, vous finirez par rester là. Si on parle sur du nouveau, monsieur, le nouveau, c'est pas pour faire de l'ancien. Mais attendez qu'on fasse d'abord le recrutement, on s'entretient avec les gens et on part sur de nouvelles bases. La réalisation de ces nouvelles infrastructures en 43 jours répond à une volonté de soulager les populations dans leur quête quotidienne de santé. Le bâtiment est composé de 8 salles de consultation, un laboratoire en plus des bureaux. Hors de chez nous, le sommet sur le climat des Nations Unies à New York offre la tribune aux dirigeants africains de présenter le bilan de leur politique de lutte contre le changement climatique qui avertissent par ailleurs que les pays les moins développés font difficilement face aux effets néfastes de ce dérèglement climatique. Le secrétaire général de l'ONU lui appelle à la mobilisation pour relancer l'accord de Paris sur le climat. Réunis pour un sommet d'urgence consacré au climat, une centaine de chefs d'État et de gouvernement se sont retrouvés lundi à New York. Une initiative du secrétaire général de l'ONU. Mais face à l'inertie de la diplomatie internationale, Greta Thunberg, la jeune activiste suédoise, n'a pas caché sa colère lors de son allocution. Elle accuse, ni plus ni moins, les leaders de la planète de trahison. Ce n'est vraiment pas normal. Je ne devrais pas être là. Je devrais être à l'école de l'autre côté de l'océan. Et pourtant, vous venez nous chercher, nous, les jeunes, pour vous donner de l'espoir. Comment osez-vous? Nous sommes au début d'une extinction massive et tout ce dont vous pouvez parler, c'est d'argent et de contes de fées sur une croissance économique éternelle. Comment osez-vous? Mais ce discours empreint de rage et de colère n'a pas vraiment fait bouger les lignes. Seule surprise de la journée, la visite éclair de Donald Trump au siège de l'ONU, qui a ravi la vedette à la jeune Suédoise. Ce sommet ouvre en tout cas une nouvelle séquence qui devrait s'achever en 2020, date à laquelle les signataires de l'accord de Paris sont censés accélérer leurs efforts. Au moins 68 pays se sont déjà engagés à revoir à la hausse leurs objectifs. On ne peut pas dire ici, on est pour lutter contre justement le réchauffement climatique, pour la biodiversité et continuer à financer dans d'autres pays des infrastructures qui polluent, qui augmentent les émissions de CO2 et qui font exactement le contraire. Mais les grandes puissances restent en embuscade, pas question à ce stade d'annoncer leur stratégie. L'Inde, par exemple, veut augmenter sa production d'énergie renouvelable, mais New Delhi ne s'est pas engagé à éliminer progressivement le charbon. Malgré la lenteur des débats, une trentaine d'initiatives mondiales ont été dévoilées durant ce sommet, avec notamment de nouvelles promesses de dons pour abonder le fonds vert. Un signal encourageant à un mois d'une nouvelle conférence des donateurs prévue à Paris. Ali, dans les quotidiens burkinabés, la sortie médiatique de l'UNAPOL et puis les démissions au CDP, notamment celle de Kadri Désiré Ouedraogo, et c'est Amadou Marcel To qui feuillette les journaux du jour pour nous.
Les réactions suite à l'exclusion et à la suspension de militants CDP se poursuivent. À la une du journal Le Quotidien, Kadri Désiré Ouedraogo et Bourema Badini démissionnent du CDP. Et cela suite à leur suspension prononcée dimanche dernier. Ces démissions ne sont d'ailleurs pas faites pour déplaire aux dirigeants actuels du parti, estime le journal dans ses colonnes. Mais ce qui paraît bien évident est qu'il faut s'attendre à des rebondissements dans cette affaire, dans la mesure où ces derniers ne vont pas s'avouer vaincus, insiste mon confrère. Il est à craindre que ceux qui ont été punis mettent leur énergie à combattre le parti, soutient le journal Le Pays, qui estime que l'ex-parti au pouvoir se tire une balle dans le pied. Kadri et Badini larguent les amarres, peut-on lire dans Aujourd'hui au Faso. Selon le quotidien d'information L'Observateur Palga, les répliques du séisme de dimanche dernier ne sont pas prêts à s'estomper. À en croire Mahamadi Kwanda dans le journal Le Pays, qui estime que Edi Komwege est trop petit pour l'exclure. Pourtant, dans le journal Bobolé L'Express du Faso, Mélié Traoré, président du Haut Conseil du CDP, soutient que la situation était prévisible. Le journal de tous les Burkinabés citoyens, tout en publiant la liste complète des sanctionnés, évoque également les raisons. Lutte contre le terrorisme au Burkina, l'UNAPOL demande à l'État plus de matériel adéquat dans Aujourd'hui au Faso. Dans les colonnes du journal, les policiers disent se sentir lésés dans cette lutte contre le terrorisme. Ils ne comprennent pas pourquoi l'utilisation de certaines catégories d'armes leur est interdite. Ils pointent du doigt certains de leurs frères d'armes dans le journal Le Quotidien. Cependant, l'UNAPOL recommande la restitution immédiate des armes détournées dans un bref délai, sinon les policiers quitteront les zones où ces armes allaient leur permettre d'être plus efficaces. Il faut armer les poulets jusqu'aux dents, clame l'UNAPOL dans l'Observateur Palga, qui fait également cas de la plainte des flics contre le maire de Djibo. Dans cette même lutte contre le terrorisme, les forces de défense, quant à elles, reçoivent du renfort. 765 gendarmes issus de la 45e promotion des sous-officiers ont prêté serment. Première promotion recrutée avec le niveau baccalauréat, elle est convaincue qu'elle sera un appui et un renfort dans l'exécution des missions en ces périodes d'insécurité, selon le journal Le Quotidien. Fin des actualités sur la télévision du Burkina. Merci de votre attention.